Mais finalement, je me rends compte qu'il n'y a pas de formule magique. Il faut tester les choses pour pouvoir éventuellement avoir des résultats et dire tiens, ça c'est une bonne formule, on l'applique. Complètement. Il y a vraiment, tu l'as dit, il n'y a pas de formule magique. Il y a pas de, il y a des coachs, des experts qui vendent des formules magiques sur la publicité Facebook, comment gagner de l'argent, comment le truc qui va doubler vos taux de clic ou je sais pas quoi. Ça n'existe pas en fait. Enfin, en tout cas, moi j'y crois pas parce que ça change très vite. Ce qui marche pour moi, pour un business, une niche donnée, va pas forcément marcher pour un autre business ou un autre pays ou une autre audience. Donc c'est dur de plaquer des choses. Moi là je dis de façon générale les stories marchent, ça ne veut pas dire qu'il faut faire que des stories. Et ça ne veut pas dire que dans 3 mois, il faudra continuer de faire des stories, peut-être qu'il y aura... Ça change vite quoi. Les stories il y a 1 an, on n'en avait pas vraiment entendu parler. Enfin, j'exagère mais c'était pas aussi populaire qu'aujourd'hui. Donc voilà, il faut toujours tester, il faut toujours se remettre un peu en question et se dire tiens il y a une nouvelle plateforme, je la teste. Il y a une nouvelle fonctionnalité de ciblage, je la teste. Il y a un nouveau format, je teste. Mais alors moi j'ai aussi un compte Instagram. Quand je regarde mon compte, quand je regarde les posts, les différentes personnalités que je suis, je vois qu'il y a de plus en plus de liens qui sont sponsorisés. Est-ce que ça, du coup, au final, ça ne va pas rebuter les gens de voir autant de pubs sur cet outil? C'est sûr que les gens, plus il y a de pubs, moins ils aiment. Et je crois que le ratio sur Facebook, c'est à peu près 20% de publicité pour 80% de contenu non publicité. Quand moi je scrolle sur mon fil, c'est à peu près tous les 5-6 posts, il y a une pub. Et sur Instagram, c'est à peu près la même chose et je pense que c'est le max. C'est-à-dire qu'ils ne mettront pas plus que ça parce qu'ils ont dû tester ça et vérifier qu'au-delà de ce seuil, les gens étaient moins engagés ou passaient moins de temps sur l'appli. Donc ils sont pas bêtes, ils vont pas en mettre plus. Et dans les stories c'est pareil, les pubs en stories c'est toutes les 5-6 stories à peu près. Donc c'est sûr que quand il y a de la pub, les gens sont moins fans. Sur Messenger, la pub est arrivée, les gens ont râlé. Après c'est des outils gratuits, donc si on veut utiliser un outil gratuit, il faut qu'on accepte qu'il y a de la pub. À titre personnel, moi je serais pas contre payer 10 € par mois pour utiliser Facebook ou Instagram parce que je m'en sers beaucoup. Et quitte à ne pas avoir de pub, comme je serais prêt à payer une version premium, comme je serais prêt à faire ça pour Gmail par exemple ou pour Google. Pas de tracking, pas de pub, je paye tous les mois. Les gens commencent à accepter de payer pour, ne serait-ce que pour de la musique, pour Netflix, pour plein d'applis. Alors que tout était gratuit il n'y a pas très longtemps, maintenant on a compris qu'en fait le contenu ça avait une valeur, donc payer pour ne pas avoir de la pub, pourquoi pas, mais j'ai pas l'impression que ce soit dans les plans de Facebook de faire ça. Et t'as connu MySpace? Ouais, bien sûr. Ouais. Et à un moment, tu te dis pas, tiens, que Facebook pourra devenir MySpace, c'est-à-dire qu'à un moment, ça va avoir la cote. Bon, là, j'ai l'impression que ça commence vraiment à perdre de vitesse, comme on disait tout à l'heure, et que ça va se retrouver dans un coin, aux archives. Si, c'est totalement possible. Hein, toi, tu y penses? Bah, bien sûr, j'y pense. Moi, je sais que mon business... T'as des plans B? J'ai pas de plan B actuellement parce que je saurais pas dire si. En fait, pour avoir un plan B, il faudrait que je me dise Facebook va se faire tuer par tel truc. Donc auquel cas, je m'intéresserais à ce truc. Mais pour l'instant, si Facebook se fait un peu grignoter, ça va être par Instagram. Donc voilà, c'est des vases communicants, c'est la même maison. Et c'est le même outil, donc moi ça me gêne pas trop. Mais si demain c'était Snapchat qui avait vraiment cartonné et qui se mettait à manger le gâteau de Facebook, et ben je m'intéresserais à Snapchat. Au final, il y aura toujours une audience, il y aura toujours une façon de toucher cette audience et de promouvoir des messages à cette audience. Faudra juste, faut rester ouvert en fait et évoluer. Donc moi je fais beaucoup de veille sur Facebook, sur Instagram, mais sur les autres outils. Là, il y a Pinterest qui a lancé son offre publicitaire en France. Je m'y intéresse pas trop pour l'instant parce que c'est émergent, mais si je vois que ça commence vraiment à prendre, peut-être que je vais m'y intéresser. Ouais. Mais je suis conscient que mon business, quelque part, il est assez précaire parce qu'il est dépendant d'une plateforme. Et que si cette plateforme demain elle change ses règles, qu'elle augmente ses prix x10 ou je sais pas, je suis dépendant d'eux. Donc si jamais un jour ils font quelque chose qui fait que les annonceurs ont plus envie de faire de la pub sur Facebook, bah, les annonceurs ils auront plus besoin de moi. Et donc j'aurai plus de travail, ce sera embêtant. Donc j'essaie de me construire une petite audience avec un podcast, avec un blog, pour que si jamais demain le vent tourne et l'attention va ailleurs, les outils changent, que je puisse retrouver sur d'autres canaux. Quoi. Oui, mais que dans ce cas-là, je continuerai d'informer tant que je reste pertinent dans ce que je fais, c'est-à-dire le marketing digital, tant que je reste pertinent et que j'informe les gens ou je leur apprends quelque chose, je pourrai toujours, d'une façon ou d'une autre, gagner ma vie
en donnant des cours, en faisant des formations, en faisant des prestations, ce que je fais aujourd'hui. Multifonction. Ouais, c'est ça. Polyvalence. Polyvalence, mais sur un thème. Moi, j'aime bien être focus quand même. Donc, pas t'éparpiller à droite et à gauche. Non, j'ai toujours refusé quand on m'a proposé des missions en pub Twitter ou LinkedIn ou AdWords. J'ai dit, je sais pas faire, donc je pourrais certainement apprendre, mais le temps que j'apprenne, je préfère me concentrer sur ce que je sais vraiment faire, qui est Facebook, Instagram. Aider à mieux utiliser l'outil publicitaire de Facebook et d'Instagram. Aujourd'hui, je vais vous parler de placement publicitaire. Parce qu'une fois qu'on a choisi le bon objectif de campagne et qu'on a bien défini l'audience qu'on va cibler, il faut choisir où on va diffuser notre publicité. Et Facebook nous propose une multitude de placements qu'on ne connaît pas forcément, donc je vais vous expliquer à quoi correspondent chacun de ces placements. Est-ce qu'il vaut mieux choisir le placement automatique ou le placement manuel? Est-ce qu'il y a des gens qui t'ont inspiré dans ton travail ou même dans la vie? Instinctivement, instinctivement, je penserais à mon père, qui est entrepreneur depuis toujours et qui m'inspire par sa persévérance. C'est-à-dire qu'il m'a appris vraiment à jamais baisser les bras. Si tu as un problème, il y a forcément une solution, tu vas la trouver. Que la vie n'est pas un long fleuve tranquille et que tu as des périodes où ça marche bien, tu gagnes de l'argent, des périodes où ça marche moins bien, tu peux en perdre. Donc voilà, que c'est bien de rester alerte et de toujours garder dans un coin de sa tête un plan B, tu vois, comme tu disais, même si j'en ai pas pour l'instant. Et aussi, il m'a appris l'importance de la réputation, de son nom. Si tu n'as rien, mais que tu as un nom, quand je dis un nom, c'est-à-dire un nom auquel les gens font confiance, ils savent que tu es fiable, ils savent que tu es sérieux, ils savent que tu es honnête, et ben, c'est une carte de visite à vie qui te servira toujours. Donc il m'a beaucoup appris ça. C'est marrant parce que j'ai l'impression que cette réputation, tu arrives à bien l'entretenir. Ben, j'essaye. Alors ça c'était un peu le principe de mon père et je voyais comment lui il faisait. Donc moi évidemment je ne le fais pas de la même façon parce qu'on ne vit pas à la même époque, on ne travaille pas dans le même domaine. Le fond est là. Exactement, le fond est là. Donc moi j'essaie de l'entretenir par produire du contenu de qualité. J'essaie d'écrire des articles vraiment de qualité, sérieux, bien référencés, bien documentés. De faire un podcast pareil, bien produit, où le contenu va vraiment aider les gens, ils vont se dire tiens, il sait de quoi il parle, il fait ça sérieusement, c'est pas juste pour avoir 3 likes et 2 commentaires. Donc j'essaie de m'inscrire sur le long terme en me disant voilà, si les gens se disent que je suis sérieux dans mon travail, j'aurai toujours du travail. Alors, tu sais que Stay Tuned est très marqué musicalement parlant, on parle beaucoup de musique. Toi, t'écoutes quoi? Je sais que ça doit être assez varié, mais il y a des choses qui tournent assez régulièrement quand tu voyages, quand tu prends le train, parce que je sais que tu prends pas mal de trains. Ouais, c'est vrai. Alors moi, je suis un peu bloqué dans les 90s pour ma musique. J'essaie quand même de rester ouvert et d'écouter des nouveaux trucs, mais j'avoue que si j'étudiais mes écoutes, c'est principalement ça. Moi, le style musical que je préfère, c'est le trip-hop. Et le trip-hop des années 90, c'est-à-dire Massive Attack, Portishead, Morchiba, Tricky, tout cet univers-là m'a marqué. Et je réécoute, je peux écouter en boucle les premiers albums de Massive Attack ou de Portishead encore aujourd'hui sans aucun problème. Il y a des nouveaux artistes qui font du trip-hop aujourd'hui, donc j'ai essayé d'écouter un peu trip-hop, hip-hop instrumental. Donc il y en a des biens. Des gens comme Blockhead, que j'aime bien, ou j'ai pas d'autres noms qui me viennent à l'esprit, mais j'ai écouté Blockhead hier soir, c'est pour ça que je dis ça. Et sinon j'aime beaucoup l'électro un peu minimal, pas dansante, donc pas du tout d'électro de club, un peu ambiante, un peu... alors à une époque ça s'appelait l'IDM, je sais pas si ça s'appelle toujours comme ça, Intelligent Dance Music. D'accord. Voilà, à ne pas confondre avec le EDM, Electronic Dance Music, qui est beaucoup plus commercial. Donc l'IDM, pour ceux qui ne connaissent pas et qui veulent découvrir, c'est des groupes comme Boards of Canada, O-Taker, Aphex Twin, qui est assez connu. Tu as eu des périodes un peu compliquées musicalement parlant, il fait des trucs cérébrales. Et des trucs complètement inaudibles, donc tout n'est pas bon, mais c'est de la musique que avec des sons électroniques, mais qui est assez hypnotique, un peu répétitif parfois, assez onirique. Moi, c'est des trucs que j'adore écouter pour travailler, par exemple, parce que ça me déconcentre pas. Et des boucles qui reviennent et avec des couches qui se construisent, ça m'aide à être concentré. Donc tu travailles avec la musique? Toujours. Ou en ce moment, j'ai beaucoup écouté les albums solo piano de Gonzalez parce que c'est du piano instrumental, très belle mélodie, très calme. Et pareil, j'aime bien écouter du classique aussi pour travailler, du Beethoven par exemple. Donc ouais, c'est assez varié. Alors moi, je vais te donner une série de mots
Et instinctivement, tu me donneras ton ressenti en quelques mots, en quelques phrases. Si je te dis indépendance. Ouais. Ça t'évoque quoi? Indépendance, je dirais le statut de freelance. Parce que quand tu es freelance, tu es indépendant. Donc c'est toi qui produis ton travail, c'est toi qui trouves du travail. C'est toi qui fais ta compta, c'est toi qui relance les clients, c'est toi qui te vend et qui aussi applique ton savoir-faire et donc il faut l'entretenir. Donc j'aime bien l'indépendance du freelance où voilà, tu es responsable de toi. Si tu réussis, c'est grâce à toi. Si tu te plantes, c'est à cause de toi. Il n'y a personne à blâmer. C'est un choix de ta part? Ouais. Ouais. J'ai pas spécialement envie de travailler avec, d'embaucher des gens, de monter une agence. Je suis bien tout seul. Et révèle la stratégie mise en place par les dirigeants de Facebook pour mieux contrôler le marché des applications. Dans ces documents, on a appris que Facebook n'a pas hésité à mettre dans la balance des données de ses utilisateurs, comme les informations personnelles concernant leurs amis. Musique? La musique c'est la vie. La musique tout le temps. Néomédia? Néomédia, c'est le nom de ma boîte, enfin de mon enseigne, on va dire. C'est donc des services de publicité Facebook. Alors c'est marrant parce que c'est vrai qu'il y a le nom Joseph Dogno qui apparaît assez régulièrement et Néomédia un peu moins. Et du coup, est-ce que il était important en fait d'avoir ce côté-là, Néomédia? Alors c'est un vrai débat que j'ai toujours pas résolu. Hein. C'est une vraie question parce que j'ai jamais eu envie de me mettre en avant. J'ai jamais eu envie de dire que c'était Joseph Dogno Consulting. Mais pour toi, de fait, c'est ça. Je suis d'accord. De fait, c'est ça. Mais ce truc-là me gênait et je préférais mettre un masque, un intermédiaire qui soit une enseigne Néomédia. Je suis auto-entrepreneur, donc je peux juste me servir de mon nom. Mais c'est toujours un truc dans la façon de communiquer. J'ai refait mon site là il n'y a pas très longtemps et c'était un vrai sujet. Je me disais comment est-ce que je fais? Est-ce que je mets Néomédia en avant? Est-ce que je mets Joseph Dogno en avant? Je fais un truc un peu hybride où le site c'est neomedia.io. Il y a le logo Néomédia, mais on n'entend pas trop parler de Néomédia sur le site et je dis beaucoup je et on voit beaucoup ma photo. Parce qu'au final, je me suis dit pourquoi mentir? C'est moi de fait. Je ne vais pas me cacher derrière une fausse société, une fausse agence avec une équipe. Les gens ils viennent, qu'ils sachent que c'est moi qui écris les articles, c'est moi qui vais faire les campagnes, c'est moi qui vais leur envoyer les factures. Mais j'ai quand même ce truc de Néomédia quelque part. Alors, autre mot, transmission. Transmission. Transmission, j'aime bien faire de la transmission. J'ai commencé ce business par de la formation. Donc c'était transmettre ce que je savais à des entrepreneurs. Et ça a évolué. Après la formation, je suis allé vers l'enseignement. Donc j'interviens dans des masters à l'EM Strasbourg, par exemple. Là, on s'est rencontrés. Oui. Je l'ai fait à HEC l'année dernière. Je vais à Nice la semaine prochaine à Schema Business School. Donc j'interviens dans quelques écoles et j'aime bien avoir des étudiants en face de moi qui ont envie d'apprendre et qui me posent des questions. Et ça me permet moi de formaliser un peu ce que je sais, d'essayer de l'expliquer clairement, sans trop de blabla. Donc j'aime bien la transmission. Puis je suis papa depuis pas très longtemps, donc évidemment la transmission c'est important. C'est un sujet. Qu'est-ce que je transmets, comment je transmets. Podcast. Mais j'adore le podcast, j'adore ce médium. J'en écoute beaucoup depuis très longtemps. Et là c'est un peu l'explosion du podcast depuis 1 an. Et j'ai eu envie de me mettre dedans à travers ce que je sais, c'est-à-dire la pub Facebook. Dernier mot, Istanbul. Istanbul. À Istanbul, j'ai des sentiments très mitigés à l'égard d'Istanbul parce que je suis tombé vraiment amoureux de cette ville il y a une dizaine d'années parce que j'y allais beaucoup pour le travail et il y a 10 ans, 2007-2008, c'était vraiment l'âge d'or d'Istanbul. Il y avait une effervescence incroyable, une vie nocturne incroyable, une vie culturelle hyper intéressante, beaucoup de jeunes Turcs qui avaient fait des études ou une expérience à l'étranger, qui revenaient à Istanbul et qui revenaient avec plein d'idées, plein d'ambitions, plein de projets. C'était génial. Et j'ai habité à Istanbul en 2012-2013. J'ai lancé donc ma newsletter à Istanbul. Et en fait, c'est à partir de ce moment-là, mauvais timing, que Istanbul a commencé à faire comme ça. Il y a eu les attentats, il y a eu une crise économique. La Turquie va pas très bien, de façon générale, et la société est complètement en train de changer. Elle est en train de se refermer sur elle-même. Elle est beaucoup moins ouverte sur l'Europe, sur l'Occident. C'est un peu triste. Et donc, j'ai plus du tout envie d'aller à Istanbul. Les dernières fois que j'y suis allé, ça me brisait le cœur de voir des quartiers entiers
où je traînais beaucoup. Il y avait plein de salles de concert, plein de bars à cocktails, plein de salles de théâtre qui ferment, tout ferme. Tous mes amis, la plupart de mes amis turcs et expats sont partis d'Istanbul, donc c'est assez triste. C'est une super ville, c'est dommage. Moi, je te souhaite plein de bonnes choses et je te dis à bientôt. Et ça m'a fait plaisir de te voir sur Stay Tuned. Bah, merci beaucoup. Salut. Salut Olivier. Salut. À bientôt. À bientôt.